Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important dans le monde du sport, le syndrome RAID. Alors c'est vrai que suite à l'épisode de Manon Genet qui a énormément fait réagir, on a décidé de parler de ce syndrome qui est le déficit énergétique relatif dans le sport. Donc je suis Arnaud Manzanini, mais nous allons plonger dans ces aspects complexes de ce syndrome et de son impact sur les athlètes avec Manon et Barbara qui sont avec moi pour cet épisode, qui vont pouvoir donner de la profondeur justement et des explications très précises pour vous qui nous écoutez. Donc bonjour Manon, bonjour Barbara, bienvenue sur le podcast. Bonjour, salut Arnaud. Alors je suis ravi de pouvoir vous rencontrer digitalement puisqu'on est à distance et je crois que même Manon tu te trouves très très loin de la France. Donc grâce au digital on va pouvoir échanger de tout ça, mais avant de rentrer vraiment dans le sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Donc je sais pas, Barbara tu peux commencer, Manon ensuite, mais expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous allez pouvoir justement nous accompagner à comprendre ce qu'on appelle le syndrome RAID, qui est le déficit énergétique relatif dans le sport. Ok. Alors moi j'ai un master en nutrition avec une option en nutrition sportive que j'ai obtenue à Londres il y a bientôt 2 ans. Et parallèlement, j'ai fondé un accompagnement qui s'appelle Tela pour les femmes qui ont perdu leur cycle menstruel et qui ont une aménorrhée hypothalamique. Donc souvent c'est en association avec une pratique sportive qui est un peu problématique et des apports énergétiques qui sont problématiques. Donc on reviendra sur le sujet. Et je suis donc la cofondatrice avec Manon de Femmes et Sport Podcast. Voilà, pour moi et pour faire un peu brièvement. Bon, très bien, j'ai déjà quelques questions suite à ta présentation, on y viendra juste après. À toi Manon. Eh bien moi je m'appelle Manon d'Auvergne, donc je vis effectivement à La Réunion, mais je viens de Saône-et-Loire, plus précisément de Gueugnon. Très belle ville, voilà. Je crois que tu as un lien avec cette ville aussi, Arnaud. J'ai un petit lien avec cette ville, effectivement. Et du coup, je suis kinésithérapeute du sport. Je travaille notamment au sein de la Ligue d'athlétisme de La Réunion. Je soigne aussi pas mal d'athlètes. Et récemment, en fait, j'ai eu pas mal d'autres formations. Mais récemment, j'ai repris mes études pour faire une thèse en sciences du sport. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse énormément, le sujet de mes recherches, c'est le cycle menstruel et la performance au sens large. Et c'est ça qui nous relie avec Barbara, c'est que du coup, les déficiences du cycle menstruel, comme l'aménorrhée, c'est un de mes sujets en tout cas d'intérêt très fort, qui commence à devenir une de mes expertises aussi, je pense, et qui nous intéresse vraiment avec Barbara. Et donc, je suis aussi l'heureuse cofondatrice du podcast Femmes et Sport Podcast. Bon, merci pour ces présentations. Il y a plein de questions qui me sont venues comme ça. Déjà, j'ai une pensée pour Camille Pic qui nous rejoindra sur la capsule santé dès les prochains épisodes. Donc, un grand coucou, un grand merci à elle pour tout ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, on avait fait un très bel épisode sur les règles, justement, dans le sport féminin. Et je vous invite à retourner l'écouter, puisqu'on avait eu beaucoup de retours également sur ce sujet. Donc, merci pour ces présentations. Alors, comme je l'avais dit, l'épisode avec Manon Genet avait énormément fait réagir. Tu m'avais d'ailleurs, Manon, contacté très rapidement dans la semaine en me disant, en m'écrivant, mais en fait, ce qu'a eu Manon Genet, c'est tout simplement un syndrome RAID, ce qu'on appelle RAID. On va rentrer dans les détails. Et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré Manon, donc c'était la deuxième fois qu'on se voyait, on avait fait un premier épisode 3 ans auparavant. Et elle m'avait très clairement expliqué, il y a 3 ans ou 4 ans, c'était sur le podcast Ultra Talk, qui a maintenant à sa saison 6, je lui avais expliqué que j'avais vu sa transformation physique, en fait. J'avais vu effectivement de mois en mois sa transformation physique, son apparence physique qui changeait, elle était devenue très très affûtée, et il y a un lien, on va l'expliquer avec ce syndrome, mais ça peut aussi toucher beaucoup d'autres. Alors il y a le triathlon, qui est un sport très exigeant, mais ça peut aussi toucher d'autres sportifs dans la gymnastique, la danse parfois, où on cherche cet état de maigreur également, le patinage artistique, bref, tous les sports peuvent être touchés. Et comment est-ce qu'on pourrait... Alors déjà, ce qui est important de préciser, vous allez probablement me le confirmer, mais que ça peut toucher tous les sportifs à tout âge. Ça, c'est important également.
Mais comment expliquer qu'est-ce que le syndrome RAID? Si on pouvait mettre des mots sur ce syndrome, ça serait quoi? Comment on pourrait expliquer aux gens qui nous écoutent? Alors du coup, moi, dans le contexte, j'aimerais juste revenir sur pourquoi je t'ai contacté. C'est qu'effectivement, en fait, c'est pas forcément faux ce qu'a dit Manon, et c'est bien la dernière de mes idées que de poser un diagnostic sans avoir consulté cette personne. En fait, son histoire est extrêmement touchante, et il faut savoir que le diagnostic de surentraînement est un diagnostic différentiel à poser avec le syndrome RAID. Donc ça, c'est capital, et en fait, autant le surentraînement, déjà, c'est pas un diagnostic facile à poser parce que c'est aussi un diagnostic d'exclusion, c'est le point commun avec le syndrome RAID. Et du coup, effectivement, c'est pas forcément faux en soi, c'est juste qu'en fait, ça sous-tend son histoire est tellement empreinte justement de cette faible disponibilité énergétique que ça me semblait important de te contacter pour pouvoir peut-être, toi, t'apporter des billes pour les prochains cyclistes ou prochains ultra sportifs qui viendraient te côtoyer. Avec ce syndrome-là, parce que vous avez fait la prouesse, entre guillemets, d'en parler pendant 2 heures sans jamais le nommer, et qu'en fait, c'était vraiment ça qui sous-tendait cette histoire. Pour le définir, je vais peut-être passer la parole à Barbara. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans un REDS? C'est que les apports énergétiques ne sont plus suffisants pour le corps, pour qu'il puisse un petit peu subvenir à ses besoins en globalité. Donc en fait, il y a vraiment un déséquilibre entre les apports énergétiques, donc ce qu'on mange, et les dépenses énergétiques qui sont liées à toutes les activités quotidiennes et aussi aux activités sportives. Et ce qui se passe, c'est que le corps se dit je ne suis plus en capacité de pouvoir répondre à tous les processus que je dois faire fonctionner, et donc je vais en court-circuiter certains, et notamment ceux qui ne sont pas importants pour ma survie. Donc d'un point de vue de l'évolution, en fait, l'hypothèse, c'est que le corps, il va garder les processus qui sont importants pour sa survie, comme je le disais, notamment la locomotion, le fait de pouvoir fuir un danger, en fait, ou le fait de pouvoir rechercher de la nourriture en période de famine. Donc, il est possible, aujourd'hui en tout cas, c'est ce qui se dit dans les recherches, c'est que le corps va prioriser l'activité physique et l'activité sportive parce que ça rentre en fait dans les processus qui lui permettent de survivre, et il va court-circuiter ou alors il va pouvoir moins bien faire fonctionner les processus de base comme la fonction de reproduction, par exemple. Parce que la fonction de reproduction, elle n'est pas indispensable à sa survie. Donc il va se dire, c'est pas le moment de faire des enfants, j'ai pas l'énergie pour ça. Enfin, j'ai pas le moment de faire des enfants. C'est pas le moment de faire des enfants. C'est pas le moment de se reproduire, en gros. J'ai pas l'énergie pour ça, et donc j'alloue cette faible disponibilité en énergie que j'ai pour des processus qui me servent à être en vie. Alors, dans ce que tu dis, tout est hyper intéressant. Moi, je pense à la durée. Quand tu dis effectivement que les apports énergétiques ne sont pas assez importants, en gros, pour justement subvenir à l'effort nécessaire. Moi, je viens d'une époque où justement, probablement aussi maintenant, dans certains sports, on cherchait la maigreur absolument. C'est-à-dire qu'il fallait être le plus maigre possible. Et certains sportifs, c'est ce qu'ils recherchent. C'est justement avoir un déficit calorique pour s'affûter, de toute façon, tu vois bien les professionnels. Alors c'est vrai, quand on est professionnel à un certain niveau de professionnalisme, on est suivi, les apports énergétiques sont calculés, on sait précisément ce qu'on mange. Moi, j'étais arrivé à un stade où je pesais ce que je mangeais. Donc quand on arrive là, ça va loin. Mais quand on voit leur état de maigreur, mais en même temps, parallèlement à ça, il y compense avec une énergie très précise, de la micronutrition au bon moment. Mais ça, je parle du haut niveau du professionnalisme. L'amateur ou le professionnel qui est dans une petite équipe qui veut performer, et j'en ai encore eu hier, tu vois, j'ai enregistré un podcast avec une cycliste professionnelle qui expliquait aux auditeurs, au moment où on parle, il n'est pas encore sorti, mais je vous invite à l'écouter, hein. C'est un podcast avec Tiffaine qui justement a arrêté sa carrière professionnelle à 25 ans, nous explique comment ça fonctionne de l'intérieur, et on voit bien que tu es professionnel, mais c'est pas dans toutes les équipes qui sont la Jumbo ou UAE ou Ineos. Ça se passe pas comme ça. Et donc, tu cherches cet état de maigreur, et je pense à la durée. Excuse-moi, je suis un peu sorti du sujet, mais je pense surtout à la durée. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en tant que sportif, je prends un petit peu de poids parfois, et quand je veux m'affûter, je cherche justement à avoir une dépense calorique plus importante que mon alimentation. Donc ça,
Est-ce que la durée a un impact dans ce que tu dis ? Oui, complètement, et tu fais bien de le souligner, c'est ce que j'allais rajouter. On parle de disponibilité en énergie qui est problématique. Aujourd'hui, dans le nouveau consensus du REDS, ils ont apporté cette notion dans le sens où il y a certains contextes dans lesquels tu vas être en faible disponibilité d'énergie. Donc là, tu viens de le dire, ok, je voudrais être un peu plus léger, etc. Et tu vas mettre en place un déficit énergétique pour pouvoir perdre un petit peu de poids. Mais en fait, là où ça devient problématique, c'est quand c'est chronique, quand c'est mal adapté, du coup, autour de l'exercice physique, et quand c'est beaucoup trop restrictif. Et aussi, il y a un facteur qui est protecteur. Le fait d'être un homme est un facteur protecteur parce que les hommes sont, entre guillemets, moins sensibles au déficit énergétique. Et je rajouterais que, en fait, en 2023, maintenant, dans le nouveau consensus, la quantité, on va dire, du coup, de ce déficit est important, mais aussi la qualité, c'est-à-dire qu'une faible disponibilité en glucides va être beaucoup plus problématique que juste une faible disponibilité énergétique. Donc maintenant, on parle même de LCA au lieu de LEA. Donc en anglais, LEA, c'est Low Energy Availability. Et maintenant, les recherches tendent vraiment à regarder le côté LCA, donc Low Carbohydrate Availability. Et ça, en fait, cette ampleur, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore... Au début de ces recherches, on pensait qu'il y avait un cut-off, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un seuil à laquelle ça devenait problématique. En fait, maintenant, on en est pas mal revenu. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne semble pas tous égaux et sensibles à ce déficit énergétique. L'ampleur et le temps passé dans ce déficit énergétique, eh bien, en fait, ça semble avoir une importance. Est-ce que c'est pire de passer beaucoup de temps dans un faible disponibilité énergétique, avoir plutôt des périodes énormes? Par exemple, là, le Grand Raid vient de se terminer à La Réunion. Est-ce que c'est pire de passer 26 heures vraiment en dessous versus quelqu'un qui serait toujours un peu en restriction, versus quelqu'un qui vient de faire un bloc d'entraînement massif où effectivement il n'a pas pu avoir, dans un week-end choc par exemple, il n'a pas pu couvrir ses apports par rapport à sa dépense. Ça, c'est encore un peu les questions qui vont, je pense, être amenées à être répondues dans les années à venir. Mais en fait, la quantité et l'ampleur du déficit énergétique, c'est pas encore bien clair sur comment ça impacte les individus. Et aussi, pourquoi certains ils sont très sensibles et d'autres non. Et comme l'a dit Barbara, pour les femmes, ça arrive beaucoup plus rapidement que pour les hommes. Je me permets juste de compléter une petite chose, Manon, par rapport à la durée. En fait, il y a quand même des études, par exemple, qui sont faites chez les militaires, et notamment chez les militaires femmes, qui montrent qu'un programme d'entraînement intensif, lié par exemple à une diminution de la quantité de sommeil, impacte très rapidement en fait la fonction de reproduction. Donc en fait c'est exactement ça, c'est que la durée, on ne sait pas trop à quel point ça a un impact. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand c'est combiné à d'autres facteurs et potentiellement à un déficit énergétique qui est très sévère rapidement, là il va y avoir une chute hormonale. Donc tout ça est très intéressant. Moi, je pense au régime, au fameux régime alimentaire. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça peut être un accélérateur ? On parle beaucoup de différents régimes sans sucre, sans viande, uniquement sur des graisses. Est-ce qu'il y a un régime qui est plus accélérateur ou protecteur qu'un autre ? Comme vous le disiez Manon, il semble qu'il y ait un effet indépendant des glucides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'une faible disponibilité en énergie, c'est la cause du REDS, mais on pense qu'une faible disponibilité en glucides a un effet indépendant d'une faible disponibilité en énergie. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, ça veut dire que si vous rajoutez une faible disponibilité en glucides à une faible disponibilité en énergie, il est très probable que des signes cliniques du REDS se manifestent, et notamment des impacts négatifs sur la fonction de reproduction, au moins, et le métabolisme osseux. Manon, je pense que tu peux... Et je me disais que c'était le moment idéal pour faire le lien, du coup, c'est qu'en fait, ça va pas seulement impacter votre fonction de reproduction, c'est qu'en fait, tout le système hormonal est impacté dans ce syndrome. C'est comme si votre corps se met en mode économie d'énergie et que pour fonctionner, comme votre téléphone portable, il va vous suggérer de ne plus utiliser certaines applications pour garder de l'énergie. Donc la fonction de reproduction, c'est une fonction extrêmement coûteuse en énergie. C'est quand même incroyable d'avoir un cycle menstruel tous les mois. C'est vraiment chaque
moi, la possibilité de procréer. C'est une option qui est coûteuse. Mais il faut savoir que les hormones sexuelles, elles sont pas juste là pour faire tourner le cycle menstruel. Elles sont aussi là pour différentes choses, notamment la santé cardiovasculaire et aussi également la santé osseuse. C'est-à-dire que les œstrogènes, chez la femme notamment, et les androgènes, donc la famille qui relie la testostérone et les œstrogènes, eh bien, elles ont un rôle dans le turnover osseux. Et en fait, du coup, s'il n'y a plus d'oestrogène, votre os, il n'a plus la capacité de faire le remodelage, en fait, qui se crée lorsqu'il y a un impact sur l'os. L'os, c'est un tissu vivant. Si vous lui mettez de l'impact dessus, des contraintes dessus, du stress au sens biomécanique du terme, eh bien, l'os, il est capable de produire de la matière pour se dire « Ok, on m'a tapé dessus pendant 42 km, je viens de courir un marathon. Je crois qu'il est nécessaire, qu'il faut que je sois un peu solide parce que peut-être que ça va lui être utile de nouveau. Donc, je vais créer du coup de l'ostéogenèse, ça s'appelle. Et lorsque les œstrogènes sont absentes, malheureusement, eh ben, cette ostéogenèse, elle n'a plus lieu. Et ça, du coup, on vous parle de sport porté. Il faut savoir que dans le cyclisme, eh bien, c'est un peu la double peine. C'est qu'on a du coup des sports qui sont très énergivores, c'est-à-dire que vous allez partir longtemps sur des assez grosses distances. Et en plus de ça, vous n'avez pas l'action ostéogénique de l'activité. Donc en fait, tout ça, ça va contribuer à une fragilisation du système squelettique, osseux. Et généralement, en fait, il y a des raides qui sont découverts avec des fractures de fatigue. Et quand on investigue et qu'on tire le fil, nous, en tant que thérapeute, donc moi en tant que kiné, en fait, quand je commence à poser mes questions, « Ah oui, ça fait 15 ans que je suis en aménorrhée. » Ah d'accord. Écoutez, on va peut-être essayer de résoudre ça parce que potentiellement, il y a quelque chose qui se passe au niveau hormonal et la récupération du coup de cette fracture va être impactée par ce climat en fait hormonal qui est impacté. Bon, merci d'avoir complété, ça m'a suggéré une question, mais je la positionnerai tout à l'heure. Mais j'ai une pensée également de l'épisode que j'avais fait avec Marion Borgne sur la bigorexie. Et quand vous m'expliquez, avant qu'on rentre dans les symptômes, les conséquences, mais juste à comprendre ce qu'est le syndrome du RAID, moi je fais aussi le lien avec la bigorexie. C'est-à-dire, je me dis que quelqu'un qui est pris dans ce mécanisme, pour moi, quand il y a bigorexie, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un syndrome du RAID dans la durée qui s'installe. Je sais pas, je suis pas spécialiste, hein. Je m'inspire juste des différentes expériences et des témoignages, des conversations que j'ai pu avoir. Mais quand je vous écoute, vous, professionnels, je pense à l'épisode que j'ai fait avec Marion Borgne, que je vous invite à aller écouter également, hein, sur la bigorexie, et je les associe forcément. Je sais pas si je fais une erreur ou... Pas du tout. C'est un facteur de risque, effectivement, de développer un RAID parce qu'il va y avoir un volume d'entraînement qui va être tel, en fait, et puis même une hyperactivité, en fait. Et ça va jouer sur le déficit énergétique. Donc, en tant que tel, ça va pas forcément être la cause. La cause, c'est toujours qu'il n'y a pas assez d'apport pour subvenir aux besoins. Mais en fait, au bout d'un moment, effectivement, quand le volume d'entraînement est tel que les apports énergétiques ne peuvent plus être suffisants, il y a des signes cliniques qui se développent à ce niveau-là. Et donc, la dépendance à l'exercice, effectivement, c'est un facteur qui est super important parce qu'on en parle peu, je trouve. Et lié à ça, je fais peut-être du coup le pont maintenant avec les désordres alimentaires et les troubles des conduites alimentaires. C'est-à-dire que souvent la bigorexie va être associée aux troubles alimentaires. Pourquoi ? Parce que il y a ce besoin de contrôle du poids via l'activité physique en partie, et il y a aussi cette hyperactivité qui est liée, et du coup on est un peu dans une double peine où la personne va vouloir et contrôler son poids avec son activité physique et devoir pallier à cette hyperactivité qui est très oppressante, et donc du coup encore devoir se dépenser et s'engager dans de l'activité, qu'elle soit physique dans le quotidien plus sportive. Donc effectivement c'est super important de l'aborder. Et si nos auditeurs pensent qu'ils ont des problèmes dans dans leur relation au sport, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter s'ils sont blessés, s'entraîner toujours, même en cas d'extrême fatigue, le fait de perdre le contrôle de ces séances aussi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, on va leur dire, par exemple, de courir, je sais pas, je donne un exemple un peu random, mais courir tant de temps à telle allure, ils vont toujours devoir dépasser, mais en fait, c'est hors de leur contrôle, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent vraiment pas maîtriser. Et ça, c'est des signes assez forts. C'est vrai que là, on est rentré un petit peu dans les facteurs, hein, mais pour juste reprendre le syndrome RAID, effectivement, c'est un état où l'apport énergétique d'un athlète est insuffisant par rapport à l'énergie qu'il dépense lors de l'entraînement
que ça soit de l'entraînement, de la compétition, mais pas forcément qu'en compétition, hein, très clairement. Et ça entraîne des conséquences graves justement sur la santé des athlètes. Et là, tu as évoqué les facteurs de risque, effectivement. Est-ce qu'il y aurait justement d'autres facteurs de risque? Est-ce qu'il y a une différenciation? Vous avez quand même toutes les deux, hein, expliqué que les femmes pouvaient être un peu plus susceptibles également et les hommes un peu plus protégés de ce syndrome. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque sur le syndrome RAID, justement? Alors, il y a différents sports qui sont plus à risque que d'autres. Il y a 3 catégories qui sont à mettre en évidence et bizarrement, ce sont les 3 mêmes qui sont aussi plus à risque de troubles alimentaires. Donc, en fait, effectivement, c'est quelque chose qui est vite corrélé, sachant que faut savoir aussi que dans la sémantique, les anglophones font bien la distinction, donc ils parlent de eating disorder and disorder eating, et nous en français on a un peu du mal à faire cette distinction. Donc quand on parle de troubles alimentaires, c'est souvent les troubles du comportement alimentaire qui viennennent en tête des auditeurs, donc qui vont être l'anorexie, la boulimie, notamment les plus célèbres, disons, l'hyperphagie, qui sont du coup catégorisés selon qui nécessitent un diagnostic médical d'ailleurs. C'est pas un autodiagnostic, c'est vraiment des critères assez précis. Mais les troubles alimentaires, ça va déjà être des conduites qui sont, on va dire, préoccupantes au niveau de l'image corporelle et parfois de la performance. C'est un indice, en fait, ce que tu veux dire. C'est que ça donne une indication, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, en fait. Une relation au poids. Ouais. En fait, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'on peut se trouver déjà au milieu du continuum où il va y avoir des troubles alimentaires, des désordres alimentaires, avant d'arriver aux troubles du comportement alimentaire. Et dessus, il va y avoir déjà juste la compulsion à l'exercice pour réguler le poids. Ça fait partie dans la classification des désordres alimentaires. Et du coup, les 3 catégories qu'on peut mettre en évidence, ça va être déjà les sports où le rapport poids-puissance est toujours recherché comme être optimal, donc cette notion d'affûtage que tu as présentée assez tôt dans l'épisode. Donc on va retrouver le VTT, enfin le cyclisme surtout, le VTT dans une moindre mesure, mais l'athlétisme, la course à pied, tout ce qui va être les disciplines de saut, le triathlon bien sûr. Et donc ça va être aussi, c'est des disciplines qui ont plus la particularité d'être endurance, voire même ultra-endurance. Ce qui va compliquer en plus un autre aspect dont je pense qu'on présentera plus tard, c'est que du coup ça peut être involontaire. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'incapacité réelle d'apporter exactement pareil que ce que l'on dépense. L'exemple du Grand Raid est assez marquant. On ne peut pas apporter autant non, tu peux pas. Matériellement. Quand tu fais de la longue distance, que ce soit course à pied, vélo, et là je parle... je me sens légitime, je me sens légitime pour en parler parce que j'ai fait de l'ultra-distance avec assistance où on t'apporte ton alimentation pendant que tu roules. Là, tu pourrais éventuellement compenser, mais quand tu roules 20 heures sur 24, c'est compliqué. J'ai essayé sans assistance où j'ai essayé d'emmener moi-même mon alimentation en prévoyant justement, de par l'expérience avec assistance, une alimentation toutes les 2 heures. C'est juste impossible en termes de poids. Donc non, c'est sur la longue distance, c'est impossible d'avoir des apports qui compensent tes dépenses. Et du coup, c'est vraiment, on vous expliquera peut-être quelques petites astuces, entre guillemets, pour soutenir ces activités-là. Mais du coup, toutes ces activités qui vont avoir ce facteur d'ultra-endurance dans la durée, et du coup, cette recherche du poids-puissance optimal, elles ont cette double peine avec ce côté esthétique, enfin pas tellement esthétique, mais efficience recherchée vis-à-vis du corps, avec justement cette notion d'affûtage qu'on entend énormément dans ces sports, versus aussi la capacité logistique à apporter ces apports et que physiologiquement ils soient reçus par le corps, parce qu'à un moment donné on arrive dans des limites. Donc ça c'est la première catégorie. Tu utilises le terme d'affûtage dans certains sports. L'affûtage est la phase de repos juste avant une compétition. Oui, là on parle d'affûtage de poids, c'est-à-dire d'être le plus maigre, enfin je ne sais pas si on peut dire le plus maigre possible, mais léger. En tout cas, voilà, d'être léger, c'est la bonne expression. Merci Barbara. Et du coup, ça c'est vraiment la première catégorie. La deuxième, ça va être les sports dits esthétiques. Donc dedans, on va retrouver la gymnastique, qu'elle soit artistique, rythmique ou acrobatique. On va retrouver le patinage artistique, la natation synchronisée. Et là, du coup, c'est plutôt que ce sont des sports qui sont jugés selon une certaine esthétique et que du coup, dans les critères de jugement, effectivement, l'esthétisme du corps en est un et qu'il y a tout un environnement culturel aussi lié à ce sport qui fait que la maigreur est un critère d'esthétisme. Ouais, ils sont c'est vrai que ces sportifs sont hyper gainés. Il suffit sans pratiquer, mais de se promener au bord d'un stade, d'une patinoire lors des entraînements. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et encore, ça change un peu. On voit Simone Biles. Je ne sais pas si vous avez vu la taille des quadriceps de Simone Biles pour faire ce qu'elle est en train de réaliser en termes de prouesse. Elle a quand même 4 figures à son nom, cette gymnaste, qui est la meilleure gymnaste, je pense, de notre siècle, donc américaine. Les normes sont en train de changer par rapport à la performance qui est attendue aussi, du coup, au moins en gymnastique artistique. Mais du coup, là, on touche autre chose qui est peut-être un peu moins présent dans la première catégorie de sport, qui vont être l'image corporelle.
C'est-à-dire que vous êtes tout le temps juste au corps, vous êtes tout le temps dans des maillots qui sont échancrés, etc., avec des médias qui peuvent pas forcément toujours vous mettre en valeur, avec des critiques assez faciles en disant « Ouais, bah t'as vu, elle a pris un peu de poids, etc. » Donc, il y a vraiment tout un aspect qui est aussi beaucoup plus tourné sur l'image corporelle, même si c'est très important aussi parfois dans les sports d'endurance. Mais disons qu'il est encore plus prégnant dans cette catégorie de sport. Donc, les sports d'esthétisme. Et la dernière, ça va être les sports à catégorie de poids, qui sont encore une catégorie à part parce que du coup, ce qui va sous-tendre les problématiques alimentaires ou les insuffisances d'apport alimentaire, c'est qu'en fait, il faut être au poids au moment de la compétition. Et que du coup, vous allez avoir des athlètes qui vont passer une saison à 5 kilos de plus et qu'en fait, pour rentrer dans la catégorie dans laquelle ils doivent concourir, ils font des cut-offs massifs sur quelques jours, où ils arrêtent de s'alimenter, ils arrêtent de boire pendant quelques jours pour être au poids le jour de la compétition avec des pratiques assez... plus je parle à des pratiquants de cette discipline, plus je suis étonnée de ce qui peut être mis en place. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Enfin, je pense que les plus Il y a célèbres, des gens ça va qui être sont courir... effectivement très imaginatifs, beaucoup d'imagination, on va dire. Ah beaucoup ouais, puis d'imagination. courir en kawaii, je pense que ça, tous les Ah, judokas on ont l'a connu, toujours vu, dans ça. les sacs poubelles, etc., etc. Donc voilà, il y C'est a des assez pratiques drôle, qui sont presque aussi, là aussi, très culturelles, très historiques, avec aussi une notion de... C'est logique presque de faire un weight cutting pour concourir dans cette catégorie de poids en dessous. C'est presque un non-sens de ne pas le faire. Donc en fait, il y a toute une logique aussi assez différente avec des enjeux différents parce qu'en plus, les pesées sont pas le même jour en fonction des disciplines, les catégories sont pas les mêmes en fonction des disciplines aussi. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont aussi liées au règlement avec parfois des changements de règlement de dernière minute qui font qu'on se retrouve à avoir des pratiques qui sont pas forcément les bonnes d'un point de vue nutritionnel. Donc voilà, c'est vraiment trois La boxe aussi, hein. C'est vrai que la boxe... Ouais. Alors je sais Dedans, pas la il va y boxe... avoir la boxe. la boxe sur la perte de poids, ouais. poids avant la pesée. L'UFC, c'est même sur YouTube, c'est même maintenant assez. Ouais. Et en fait, les youtubeurs documentent cette pratique-là et c'est pas forcément. Les techniques pour la perte de poids sont. Alors, je sais pas si ça avait évolué, mais moi, il y a une vingtaine d'années, je me suis retrouvé. Alors que j'allais voir mon médecin sportif et je me suis retrouvé dans la même salle d'attente qu'un boxeur qui allait devenir une semaine plus tard champion du monde de sa catégorie et qui n'était pas, au moment où moi je l'ai vu une semaine avant son combat, n'était pas au poids en fait. Et le médecin a laissé, quand il l'a reçu rapidement entre deux portes, j'ai entendu la conversation de ce qu'il fallait faire pour être au poids et franchement, moi, petit cycliste amateur, je suis resté bluffé et forcément j'ai vu le combat la semaine d'après d'un œil différent. Je n'expliquerai pas ici sur le podcast les détails, mais en tout cas, oui, j'ai été stupéfait qu'un sportif en arrive là pour passer sous la barre de son poids et pouvoir combattre alors que réellement il ne fait pas ce poids-là, très clairement. Exactement. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais la boxe, moi j'avais été très surpris, désagréablement même surpris de la stratégie mise en place pour être sous ce poids. Donc déjà, merci, on comprend beaucoup mieux ce qu'est le RAID, quels sont les facteurs à risque, on comprend aussi les sports. Alors c'est vrai que tous, j'en suis convaincu, qui écoutez ce podcast, vous avez forcément à l'écoute de ce que c'est, à l'écoute des facteurs, vous avez forcément des personnes en tête en vous disant à elle peut-être qu'à lui peut-être qu'il souffre, voilà. Et c'est sûr qu'on est aujourd'hui dans l'image, hein, forcément, il faut être très affûté, très mec, sinon on n'est pas performant. Mais quand tu parles Manon du poids, moi, je pense encore qu'il y a aussi deux catégories. Il y a les personnes qui veulent perdre du poids parce qu'effectivement, elles sont naturellement un petit peu en surpoids, mais là, je ne parle pas du tout d'image. Hein. C'est qu'il y a une réalité, un petit peu de surpoids, donc elles veulent un petit peu perdre. Et il y a les personnes qui sont déjà en pleine forme physique et qui, elles, font très attention. Et je pense plus que c'est ces personnes-là qui peuvent faire des erreurs et tomber dans... Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais il y a deux catégories. Il y a encore, je veux contrôler mon poids parce que j'en ai besoin et j'ai fait quelques excès l'hiver et j'ai 2, 3 kilos, 5 kilos et puis ça va se perdre dans l'année avec justement des séances qui vont permettre de revenir à son poids de forme. Et il y a les personnes qui ont déjà un poids de forme et qui là vont creuser pour être de plus en plus affûtées. Exactement. Et il y a de l'insatisfaction corporelle à ce niveau-là, mais il peut y avoir aussi, exactement comme tu le décris, la croyance que pour performer, pour faire mieux, etc., je dois être plus léger. Exactement. Alors que l'alimentation peut être compensée, peut justement apporter l'énergie nécessaire pour être performant dans ces séances d'entraînement. Exactement, parce qu'on sait que les conséquences du REDS, enfin ce qui fait partie des conséquences du REDS, c'est une diminution des performances à terme. Ça veut dire que la personne n'a plus la puissance,
Ça se traduit surtout sur les efforts explosifs. Et du coup, moi, c'est un truc que souvent j'explique en consultation. Hier, d'ailleurs, j'ai reçu une femme en visio, qui me consultait parce qu'elle n'a plus ses cycles menstruels et donc elle voudrait retrouver évidemment ses règles naturelles. Et en fait, elle me disait, mais je n'arrive à faire que de l'endurance, que du cardio, parce que j'ai pas de force. Et donc ça peut être vraiment un signe super important dans le sens où surtout ne compensez pas dans trop d'activités cardio parce que ça va faire flamber en fait le truc. C'est que vos apports énergétiques vont être encore plus bas, votre corps va avoir encore moins d'énergie pour s'adapter et peut-être rattraper ce qui se passe en fait. Et le fait de ne plus avoir de force, c'est typiquement un des symptômes en tout cas qu'on me rapporte et ce qu'on voit dans les études. Et Manon, tu pourras peut-être nous dire 2 mots par rapport à la fonction neuromusculaire, mais ce qu'on voit dans les études qui étudient particulièrement des femmes qui ont des troubles du cycle menstruel, donc ça peut être d'autres troubles du cycle menstruel, pas forcément une absence de règles, mais ça peut être qu'elles n'ovulent plus, ou alors elles produisent plus certaines hormones qui sont indispensables à certaines phases du cycle, notamment la progestérone. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que, elles ne progressent pas de la même manière que les femmes qui ont des cycles menstruels réguliers, quand on les compare, d'accord, avec le même programme d'entraînement. Et en plus, on se rend compte aussi qu'il y a des choses au niveau de l'explosivité, de la puissance, au niveau vraiment de la force, de la fonction neuromusculaire. C'est intéressant ce que tu dis, Barbara, parce que la puissance, je pense qu'à très haut niveau, je pense que tous les entraîneurs, tous les coachs et tous les sportifs ont compris que c'est un indicateur. Pas forcément de performance, mais peut-être même juste de santé en fait. Voilà, juste de santé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on parlait de la longue distance tout à l'heure. Moi, je discute beaucoup, tu sais, on a mis en place, nous, dans les épreuves que j'organise, Race Across Series, France, je vous invite à aller sur le site, mais on a mis en place une règle sur le sommeil. Alors, ça fait énormément causer et parler l'année passée, où on imposait un temps d'arrêt par tranche de 36 heures pour tous les sportifs. Et en fait, en discutant avec des cyclistes, certains me disaient, alors en fait, moi, je me rends compte que je suis très fatigué et qu'il faut que je m'arrête avec mes watts. Donc là, on parle de vélo. Donc en course à pied, c'est peut-être d'énergie d'accélération, tu vois. Et en fait, les watts, ça a été un indicateur pour ce cycliste qui, lui, disait, quand je n'arrive plus à produire des watts, c'est qu'il faut que je m'arrête de dormir tout de suite. Et je pense qu'effectivement, la puissance, c'est un indicateur quand on manque de puissance. Et quand tu fais du sport, tu le sens, tu n'es pas capable d'accélérer, par exemple, de faire le fameux jump. En cyclisme, effectivement, quand tu appuies sur les pédales, il n'y a pas de différence que quand tu enroules. Et effectivement, je pense que la puissance développée, la force, doit être un indicateur quand elle s'installe dans la durée. Après, ça peut juste être une fatigue d'un entraînement ou d'une semaine intense. Mais quand elle s'installe, je pense que ça doit être un indicateur. Ouais. Là, je parlais des femmes, mais ça a été aussi montré chez des hommes qui étaient en faible disponibilité d'énergie, mais chronique. Donc là, vraiment, il y avait cet indicateur de durée, de faiblesse de disponibilité en énergie. Et ces cyclistes-là n'arrivaient pas à reproduire la puissance qui était nécessaire dans les entraînements qui leur étaient imposés par rapport à des cyclistes qui avaient une énergie disponible qui était entre guillemets normale, enfin attendue pour leur contexte. Tu voulais compléter, Manon ? C'était exactement cette étude que je voulais citer, c'est qu'effectivement, c'était le recueil des puissances maximales chez les cyclistes, que c'était une épreuve un peu la gold standard pour vérifier un peu ce qu'ils avaient dans les jambes, et que du coup, quand ils les avaient mis en tout cas, ils avaient fait quelque chose de prospectif, c'est-à-dire une espèce de photo dans le temps, comment ils étaient, avec un questionnaire qui essayait de voir s'ils étaient en faible disponibilité énergétique ou pas. Et du coup, c'était chez des hommes, ce qui est assez rare en fait sur la recherche dans le REDS. Maintenant, elle est majoritairement, c'est un des rares champs de recherche où il y a plus de femmes que pour les hommes. Mais effectivement, les hommes sont impactés et du coup, il y a un vivier énorme à étudier, ce sont les cyclistes. Et dans cette étude, ils avaient remarqué que ceux qui avaient un score élevé à ce questionnaire de faible disponibilité énergétique, qui sous-tend donc ce syndrome dont on vous parle depuis tout à l'heure, le REDS, eh bien, ceux qui avaient un score élevé à ça, ils n'étaient pas capables c'était ceux qui avaient la puissance la moins bonne, en fait, sur ces tests. Donc, voilà, ça sous-tend vraiment. Et sur la fonction neuromusculaire, faut savoir qu'un muscle, ça demande de l'énergie. Que pour le contracter dans la durée et en recrutant un maximum d'unités motrices, eh bien, en fait, il faut avoir ce qu'il faut au niveau des réserves énergétiques. Et aussi, il faut se dire que le REDS, il a un impact au niveau cérébral. C'est-à-dire que on sent qu'il y a des atteintes cognitives qu'on n'arrive pas forcément bien à expliquer
ni à comprendre pour le moment. Mais ce sont des personnes qui ont des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression. Et je pense sincèrement que ce sont des personnes pour qui l'orientation dans l'espace ne doit pas être la même et la réactivité. Alors, je pense que ça n'a pas toute son importance dans le cyclisme parce que c'est quand même assez monotone dans l'idée que je m'en fais sur un ultra. Avec tout le respect que je dois à ce sport, ça reste pédale, avance, pédale, avance. Dans les sports de réactivité comme les sports collectifs, eh bien, là, il y a une vraie question à propos de ça, c'est est-ce que du coup, cette réactivité, cette espèce de lecture du jeu avec une vision périphérique et une intégration des informations, est-ce qu'elle est aussi bonne quand on est en déficience énergétique comme on a présenté? Bah, franchement, on n'est pas sûr. Et très clairement, c'est une vraie question sur la survenue des blessures, notamment sur les ruptures du ligament croisé antérieur. Moi, c'est une vraie problématique sur laquelle je m'interroge en me disant, mais est-ce que ce ne sont pas des femmes qui n'ont pas eu la bonne réactivité musculaire avec une bonne contraction des ischio-jambiers pour protéger justement ce tiroir antérieur qui n'a pas eu lieu. Alors bien sûr, il y a des traumas, c'est obligé que ça pète, mais pour justement les ruptures sans contact, la question se pose. Et du coup, je pense qu'il faut se dire que une contraction, c'est vraiment le cerveau qui donne un ordre au muscle et le muscle qui renvoie avec des systèmes, des boucles en permanence. Et que si on est en faible disponibilité énergétique, la gestion des messages, elle n'est pas du tout la même. Donc voilà, c'est vraiment important à considérer, je pense, au long terme et sur la restitution de l'effort. Alors c'est vrai que tout ça est hyper, on pourrait parler des heures, hyper intéressant. Mais moi, je me pose la question quand je vous entends, est-ce que c'est pas dans différents sports, quel que soit le sport de haut niveau, le cyclisme, chez les filles notamment, hein, avec une explosion de la performance, une structuration dans les équipes. J'en discutais hier, hein, donc au moment où notre podcast va sortir, l'épisode de Tiffaine est sorti, donc je vous invite à aller, c'est Tiffaine Laurence, hein, je vous invite à aller l'écouter, mais je me dis que est-ce qu'aujourd'hui, une cycliste professionnelle peut être hyper performante en ayant toujours son cycle menstruel? Je me pose vraiment la question, est-ce que c'est possible? Je pense aux triathlètes, hein, je vois très bien, il y a Manon, mais il y a d'autres triathlètes qui sont très performantes, qui communiquent beaucoup. Je vois le corps changer, le corps amaigri, il y a plus de poitrine. Je me dis que est-ce que c'est possible de toucher le haut niveau, d'être une sportive de haut niveau, en étant bien dans sa tête, ça c'est important, avec un mental équilibré, tout en ayant les fonctions de son corps qui fonctionnent parfaitement. Alors je mets peut-être les pieds dans le plat, je ne sais pas, mais je discute avec beaucoup de monde, je vois beaucoup de choses et je me dis, mais alors est-ce qu'on en parle vraiment dans les pelotons? Est-ce qu'on en parle vraiment dans les circuits de triathlon, qui est un sport quand même à risque, on l'a dit, mais est-ce que c'est possible? Alors, il y a cette notion de disponibilité en énergie problématique. Ça veut dire que pour des compétitions, et c'est ce qui ressort aussi de la conférence de la femelle athlète qu'on a vue avec Manon, c'est que la gestion du poids, justement, et de ce poids performance, entre guillemets, vraiment mesuré, calibré pour la compétition à un moment T, ça va être quelque chose qui va être monitoré de manière très proche par toute une équipe. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit court terme, en fait. Ça veut dire que dès la fin de la compétition, dès la fin de la saison, tout redevient à la normale. Après, du coup, si une femme n'a plus ses cycles menstruels, ça veut dire que il y a quelque chose qui a été trop loin, puisque le corps n'a pas pu s'adapter et que potentiellement, enfin c'est même pas potentiellement, c'est probablement qu'elle n'est pas adaptée à la compétition, puisque si elle n'a plus ses cycles menstruels, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, et donc pour perfer, ben c'est pas forcément l'optimal. Après, est-ce que c'est possible du coup de faire beaucoup de sport en tout cas et d'avoir des cycles menstruels? Oui, on sait aussi qu'il y a une part de génétique qui est impliquée dans une sensibilité à l'aménorrhée, par exemple à l'aménorrhée hypothalamique, donc le fait d'avoir ce court-circuit des cycles menstruels. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que le poids auquel on fonctionne bien est le même que le poids qu'on aimerait? Et généralement, moi, c'est ce que j'explique. C'est une grande question. Voilà, c'est ce que j'explique aux femmes qui viennent me consulter, mais même aux hommes d'ailleurs, parce que je dis aux femmes, mais femmes et hommes, je leur dis que le poids santé,
leur poids d'équilibre auquel ils sont bien, comme tu le disais juste avant, dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restreints dans leur alimentation, ils ont de l'énergie pour pouvoir faire leurs activités, que ce soit les activités professionnelles, mais aussi avoir une vie sociale et être épanouis dans le sport, c'est pas forcément le poids qu'ils attendent. Et dans le haut niveau, eh ben, il y a vraiment cet aspect qui est souligné maintenant dans les recherches et qui est encore souligné dans le nouveau consensus du REDS, dans lequel ils expliquent qu'une faible disponibilité en énergie peut être potentiellement quelque chose de court terme et de très bien monitoré par une équipe, mais que ça doit être quelque chose qui est surveillé et court terme en fait. Non, c'est intéressant. C'est une question qui est assez difficile parce que, moi, ça me fait un peu écho à l'épisode qu'on avait fait avec Emma Oudiou. Je vais bien compléter après, ouais. Voilà, bah, je te laisse compléter. Je pense qu'au niveau... Je vais opposer le sport performance au sport santé et qu'en fait, à un moment donné, il faut regarder... Je pense qu'il faut répondre à cette question au travers de ce spectre. La première question que tu posais, c'était est-ce que c'est possible? On les connaît. Oui, c'est possible de performer en étant en aménorrhée parce qu'on en a la preuve. On en entend parler, on le sait. C'est pas pour autant que c'est bien, mais c'est possible. Maintenant, si vous voulez, quand vous gérez des sportifs, et c'est la casquette kiné du sport qui va parler, c'est qu'en fait, des fois, vous faites des choix à l'instant T parce que la compétition est importante, parce que l'enjeu, c'est pas pour autant que c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que la personne soit informée de ce qu'elle met en jeu en continuant dans cet état-là. Et je pense que toute la question et la philosophie autour du REDS et de cette faible disponibilité en énergie et de cette question de performance à ces poids puissance-là, elle est sous-tendue par ça. C'est-à-dire, est-ce que tu es au courant que du coup, tu es en train d'impacter ta santé osseuse, que tu es en train d'impacter ta santé cardiaque et potentiellement que tu es en train d'impacter ta santé mentale. Et que là, les études le disent, tu n'es pas à ton maximum de ta performance. Mais que les efforts qui sont à faire pour réaliser ça sont compliqués à cet instant-là de la compétition. Mais pour moi, en tant que casquette de santé, c'est compliqué de répondre. Pour moi, il faut que la personne soit consciente de ce qu'elle met en jeu là-dedans. Et je parle de gens majeurs, réfléchis, et qui savent, qui sont généralement professionnels peut-être. Et je comprends tout l'enjeu, et je vais faire un parallèle qui parlera, je pense, à ce qu'ont cette culture-là, mais Antoine Dupont et la Coupe du Monde. La question de son retour au jeu, c'était une question éthique presque, mais est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça? Et en fait, je fais ce même parallèle, et sincèrement, sur des compétitions, donc j'ai eu la chance de médicaliser sur les Jeux des jeunes de l'océan Indien, à l'île Maurice, et il y a des fois, il y a des questions que tu te poses, c'est que tu sais que cette personne, elle fera peut-être plus jamais une compétition de cet enjeu-là, qu'à son âge, à son potentiel, c'est peut-être la seule opportunité qu'il aura, et il y a des décisions qu'on va prendre parce qu'il y a cet enjeu, il y a ce contexte. Mais c'est à l'instant T. Je ne souhaite à aucun sportif de faire une carrière aussi longtemps dans un état de déficience énergétique, parce que ce qui est mis en jeu dans la balance, c'est une santé mentale, et que la réversibilité de ce syndrome, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas à quel point. Et j'ai parlé des personnes majeures, des adultes qui vont entrer dans ce syndrome, disons sur le tard, parce que l'ultra-endurance, c'est un sport quand même on atteint normalement avec une certaine maturité. Et du coup, ça considère que le capital osseux, il est atteint. Mais il faut savoir que du coup, si cette aménorrhée, si ce REDS, il arrive au milieu de la puberté, c'est-à-dire vers l'âge de 14-15 ans, c'est des femmes et des jeunes hommes, même si c'est plus problématique pour les femmes, qui n'atteindront pas leur capital osseux. Et ça, c'est problématique d'un point de vue santé, c'est que du coup, vous allez laisser un athlète sur ses jeunes années ne pas atteindre sa banque osseuse parce que justement, elle n'a pas les œstrogènes qui vont la construire. Et en fait, à 20 ans, à sa première fracture de fatigue, quand on fera un DEXA, on va se rendre compte qu'elle a les os de quelqu'un de 70 ans. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'en fait, on essaye de... Moi, j'essaye de ne pas juger. Je peux entendre que effectivement, le choix... j'ai déjà mis des athlètes sur le terrain avec une entorse, avec probablement un arrachement osseux, avec un strap d'enfer, en se disant bon, c'est ce match et puis c'est tout. Mais du coup, c'est ce match et puis c'est tout. Et je pense que je comprends que la personne ait voulu faire ce match. Je comprends que ces sportifs-là veulent aller au bout d'une saison qu'ils estiment exceptionnelle et au vu de plein de paramètres qui sont peut-être le sponsor, etc. C'est important. Mais je pense que, comme le dit Barbara, ça doit être à court terme. C'est pas une stratégie de carrière à long terme parce qu'il y a trop de plumes qui sont enlevées sur ces sportifs-là et c'est vraiment pas OK d'un point de vue santé. Merci pour... Vas-y Barbara, je te laisse... Je vais même aller plus loin. Merci Manon, c'était exactement ce à quoi je pensais. Tu l'as très bien expliqué et j'irai même plus loin dans le sens où, en fait, même en ayant conscience
j'accompagne vraiment des gens quasiment tous les jours sur ce sujet, que ce soit des femmes ou des hommes, même en ayant conscience des enjeux de santé qu'ils ont, ils n'arrivent pas à flexibiliser, on va dire, leur manière d'appréhender leur relation à la nourriture et au sport. Et c'est aussi pourquoi je me reforme aujourd'hui, pour justement leur apporter plus d'outils en termes thérapeutiques, parce que même en fait, quand ils savent ce qu'il se passe, ils ont conscience de tout ça, mais en fait, le long terme ne les intéresse pas forcément. C'est pas que ça ne les intéresse pas, excusez-moi, c'est pas le bon terme. Il n'y a pas de mise en Ça ne perspective. leur parle Ouais, il n'y a pas. pas de mise en perspective. Eux, Ouais. ce qu'ils veulent, c'est la performance, et ils voient la course de, la séance de, et du coup, ils sont pas en capacité non plus de raisonner sur le long terme et justement d'induire des changements de comportement qui font que, ben, petit à petit, ils iront mieux. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu aussi de l'entourage C'est exactement ce que dans j'allais le dire, sport. Barbara. J'allais venir sur ça, c'est l'entourage, l'importance du coach, surtout pour les sportifs en jeune âge, les ados qui, comme tu l'as dit, Manon, qui se construisent, où là, tu as utilisé le mot de monitorer tout à l'heure, Barbara. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous les outils data. Moi, à mes 2 poignets, j'ai un bracelet voilà, pour justement monitorer mon sommeil, ma variabilité cardiaque. Et je ne suis pas un sportif de haut niveau, tu vois, mais ça m'intéresse. Et je pense qu'aujourd'hui, un coach avec tous ces outils, s'il fait vraiment son métier, il est capable de monitorer son sportif et de lui dire, là, attention. En tout cas, il a les indicateurs qui pourraient donner, parce qu'il y a aussi des sportifs qui savent très bien cacher, juste dans l'apparence, dans la manière d'être, mais quand on va chercher les datas, à un moment donné, si tu associes le poids, le sommeil, la puissance et d'autres indicateurs, à un moment donné, ça ressort. Il y a un truc qui cloche, et si tu creuses, tu te rends forcément compte qu'il y a des indicateurs qui font penser que. Et donc l'importance du coach dans l'observation, dans l'écoute et dans le fait de faire passer des messages. Et moi, j'ai eu beaucoup de réactions avec l'épisode de Manon Jeunesse sur mais qui était cette personne qui l'a amenée là où elle était en fait. Tu vois, comment on peut emmener une personne à un point. Alors après, je peux le comprendre, parce que, et tu l'as dit Barbara, le problème c'est quand tu es focus sur un objectif, tu ne mets pas en perspective ce qui se passe vraiment, et on pourrait te dire à un moment donné de faire n'importe quoi, tu le ferais. Tu le ferais parce que tu veux aller chercher ce résultat ou alors ce corps d'athlète. Et là, il peut y avoir vraiment danger. Donc l'importance du coach est très très important. Très très important. Le coach, l'entourage sportif, mais même l'entourage familial, l'entourage social, Complètement, bien sûr, tu le vois. complètement un impact sur la manière dont le sportif se perçoit aussi, en termes corporels, en termes d'alimentation, parce qu'on vient toujours tous à se comparer, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue sociétal sur les croyances qu'on a sur le poids, l'alimentation, et tu le disais juste là, le coach dans sa manière de partager les messages. Combien il y a de coachs féminins ou masculins, attention, je ne dis n'importe quel genre de coach, qui a des messages qui sont grossophobes, qui sont dans la critique, qui sont dans vraiment pas dans le positif en fait. Mais ça fait du mal d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, que ce soit chez le jeune athlète, ça va être particulièrement chez le jeune athlète parce qu'il est en train de se construire dans cet environnement-là. Mais ça peut être aussi chez d'autres personnes qui potentiellement ont une estime d'eux-mêmes qui est pas très bonne, qui sont perfectionnistes. Le problème des perfectionnistes, c'est que une fois qu'ils auront atteint des objectifs, ils vont en vouloir encore plus et ils seront jamais satisfaits. Donc faire aussi attention à ça. Mais la manière en fait de formuler les messages, c'est super important. Et du coup, enfin moi j'entends souvent en consultation, voilà, on m'a fait une remarque comme quoi j'avais des grosses cuisses, ou alors tu vas finir tout ça, ou tu prends un dessert après tel truc. En fait, il faut arrêter de se juger les uns les autres, et c'est pas comme ça en fait qu'on arrive à être plus performant, qu'on arrive à être plus épanoui dans le sport, et surtout qu'on s'engage sur le long terme dans le sport. Si on s'engage sur le long terme dans le sport, c'est parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien mentalement, ça nous fait du bien physiquement, et pas parce qu'on s'autodétruit.
Ouais, c'est vrai que la part de sérénité, c'est pour ça qu'il faut vraiment, et tu l'as dit, c'est la relation qu'on a avec son corps, la relation qu'on a avec le sport. Pourquoi on fait du sport? Est-ce qu'on fait du sport pour contrôler son poids? Est-ce qu'on fait du sport parce que ça nous fait du bien? Parce que là aussi, ça pourrait être un sujet d'épisode, très clairement. Mais dans ce que tu disais sur le lien avec l'absence de règles dans le sport de haut niveau, sur l'ultra-distance, nous, on s'est intéressé au phénomène chez les femmes, puisqu'on a sur les distances qui font 300 km, à peu près 30% de filles qui sont au départ. Et en fait, on s'est rendu compte que les filles qui faisaient de la longue distance, alors je parle à vélo, en tout cas c'est mon domaine de compétence, eh bien à l'inverse, ça déclenchait les règles alors qu'elles n'étaient pas prévues. Et donc, on est obligé de trouver un partenaire pour leur mettre à disposition sur le base de vie des produits hygiéniques et qui leur permettent de repartir sereinement. Mais à l'opposé, c'est tellement... Ce qui me fait parler de ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le corps n'est pas adapté. Eh bien, effectivement, dans l'ultra-distance, c'est tellement choquant, on va dire. Le corps ne comprend pas au début ce qui se passe. Mais attends, comment ça je roule depuis 18 heures, mais comment c'est possible? Et donc, les règles se déclenchent généralement le 3e jour, à peu près. C'est avec le groupe de filles avec lequel on travaille qu'on a observé ça, alors que ce n'était pas du tout prévu. Donc, je fais le lien avec l'impact du sport que l'on pratique et le côté, est-ce que le corps s'adapte ou pas? Et donc, nous, on avait remarqué ça justement chez les filles, c'est qu'alors que ce n'était pas du tout prévu, eh bien, les règles apparaissaient au bout de 3 à 4 jours pour les filles qui partaient sur 1000 ou 2500 km. Et donc, ça peut être problématique par tous les symptômes, justement, le manque de puissance, la fatigue, les douleurs. Et je pense notamment à Avril Laheurt, qui était une participante du 2500 km l'année passée, qui c'était tellement douloureux pour elle que elle a été obligée de mettre pied à terre et d'arrêter son épreuve. Donc, elle va retenter cette année. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse qu'effectivement, dans le long, le corps ne comprend pas ce qui se passe et les filles ont ce symptôme-là. C'est super intéressant et je pense que ça pourrait être super intéressant d'observer Peut-être ça. une étude. Ouais, Je pense que je me l'une comme demande l'autre, s'il y on a... a eu une ampoule en se disant, mais attends, mais qu'est-ce que Ouais, c'était? c'est Et du coup, clair. ils ont mangé quoi? Ah, Du très coup, elles étaient clairement, à très quel jour clairement. de leur cycle? Moi, j'ai eu, elles étaient à Voilà. quel jour de leur cycle? Et du coup, Est-ce que est-ce c'est que ça une provoque pas déficience de une phase chute? lutéale? Je sais pas. Bah Je ouais, me est-ce que suis dit ça la même provoque chose. une chute hormonale? Donc voilà, ça peut être un sujet, mais et du coup, on a trouvé un partenaire qui est la marque Jo, qui nous accompagne sur ça, sur les différentes bases de vie. Mais en tout cas, voilà, je vous soumets l'idée si vous souhaitez creuser un peu, voilà, c'est comme quoi le corps en fait réagit effectivement aux différentes activités que l'on peut faire. On va avancer dans l'épisode, mais on a bien compris toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir, qui peuvent être graves effectivement pour la santé, mais est-ce qu'il y a des traitements, comment prévenir? Si là on pouvait ouvrir un chapitre, on va dire prévention, traitement, régulation, quelles astuces on pourrait partager sur ça? La guérison, ça va passer essentiellement par la correction de cette disponibilité énergétique problématique. Il faut la qualifier, c'est-à-dire pourquoi elle est là. Est-ce que c'est dans les cas des sports d'endurance présents de manière involontaire, c'est-à-dire je ne suis pas capable de soutenir l'effort parce que on m'a jamais éduqué à ça, je ne sais pas ce qu'il faut manger, j'ai l'impression de manger assez mais je ne mange pas assez. Donc on va dire ce côté involontaire, ça va être une correction de la balance. Enfin, pas de la balance, de la disponibilité énergétique problématique, en se disant je vais apporter plus pour soutenir mon activité. Il faut savoir que c'est pas à l'instant T non plus, c'est dans la durée. C'est-à-dire qu'on peut soutenir et prévoir une alimentation avant des gros blocs, parce qu'on sait que pendant le bloc, on va pas pouvoir s'alimenter, et on peut avoir une stratégie nutritive ensuite, en se disant, voilà, j'ai pas pu m'alimenter, je sais que là, je vais être dans une période où c'est plus compliqué, parce que j'ai tel bloc d'entraînement. Donc vraiment, c'est la notion de gérer les apports. Et là, c'est surtout dans le cas où c'est plutôt par méconnaissance et par inadvertance qu'on est dans ces symptômes, et que du coup, il n'y a pas forcément de restrictions alimentaires associées liées à l'image corporelle, comme on en a parlé tout au long de l'épisode. Parfois aussi, ce qu'on va conseiller, ça va être de diminuer un peu la dépense énergétique, donc l'activité, pour essayer de réduire le gap. C'est les deux vraiment leviers sur lesquels on va pouvoir interagir. Donc ça, c'est vraiment dans les cas où il n'y a pas tellement d'histoire associée vis-à-vis des comportements alimentaires. Dès l'instant où il va y avoir des stratégies de contrôle du poids, de restriction, et que ça s'inscrit au sein d'un environnement avec peut-être un coach qui promeut des pratiques pas forcément validées par les sciences, là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va se heurter peut-être à des personnes qui sont, comme on le disait, cognitivement moins aptes à faire confiance, moins flexibles,
qui sont aussi dans un environnement peut-être assez fermé, avec des coachs qui prônent certains messages et qui leur semblent être le bon message parce que c'est celui auquel ils adhèrent, et qui manquent cette perspective du coup de la suite. On a une perspective très court terme. Et quand on est dans ces états-là de déficience énergétique, il faut se dire que cognitivement, on n'est pas au max de ses compétences. Donc, on n'est pas au max non plus de son côté alerte et critique vis-à-vis de ce qui nous est proposé. Donc, il y a tout un travail autour de l'environnement et c'est là où l'entourage est hyper important. C'est aussi s'entourer des bonnes personnes qui prônent les bonnes pratiques vis-à-vis des nécessités du sport. Mettre quelqu'un en faible disponibilité en glucides sur du long, c'est criminel presque. Enfin, sincèrement, c'est vraiment pas... Oui. C'est criminel. Enfin, vraiment, c'est pas bien et c'est une atteinte à la santé des personnes à long terme et c'est vraiment pas bien. Donc, il y a vraiment ce côté-là à se dire, il faut aussi s'entourer et s'appuyer d'une équipe de soutien, ils appellent ça dans le consensus, qui va intégrer un médecin qui est capable de faire le lien, qui est capable de détecter ce syndrome et de guérir. Ça va impliquer aussi soit une prise en charge nutritionnelle, enfin toujours une prise en charge nutritionnelle adaptée, psychologique si nécessaire vis-à-vis du passé ou du présent avec les troubles alimentaires, et aussi une team plus globale s'il y a blessure par exemple, donc là où le kinésithérapeute va être impliqué. Et l'idée c'est que tout le monde ait le même discours pour aller dans la même direction. Et donc on va parler là on va être dans des cas où on est déjà avec des personnes qui sont en REDS, mais le truc le plus important qu'on doit vraiment travailler en France, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire ce n'est pas encore arrivé, on sait comment ça fonctionne, on sait, on a les ressources maintenant, on peut plus le dire. Il y a 10 ans, c'était pas possible. On savait des choses sur le surentraînement, mais on ne savait pas grand-chose sur le REDS. À l'heure actuelle, on sait comment ça s'installe. Donc maintenant, il faut faire diffuser l'information. Ce podcast y contribue, c'est vraiment de la prévention primaire. Et ça va participer justement à la non-survenue de ces troubles. Mais c'est vraiment aussi dès le plus jeune âge, au sein des pôles espoirs, au sein des équipes de détection, au sein des centres de formation, il faut vraiment que ces personnes-là, elles soient alertes. Parce qu'il y a combien de personnes, de jeunes talents qui ont explosé à cause de ça? On ne sait pas, ils sont pas dans le haut niveau, ils sont peut-être rayés du monde sportif à l'heure actuelle parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle à l'époque un burn-out sportif, mais qui en fait, si on creuse et qu'on regarde ça du point de vue de la déficience énergétique, ils étaient en REDS en fait, ces personnes-là. Et en fait, on les a catégorisés de faibles ou de non adaptés au haut niveau ou alors de burn-out, alors qu'en fait, elles n'avaient juste pas les apports nutritionnels suffisants. Et une obsession peut-être au niveau de l'image qui était peut-être culturelle au milieu de l'environnement. Donc il y a vraiment un gros travail à faire autour de l'entourage de l'athlète, ce dès le plus jeune âge. Et après, une fois qu'on est dedans, il faut vraiment, vraiment restaurer cette balance énergétique. Je crois qu'il y a beaucoup de croyances. Avant que Barbara complète, effectivement, il y a beaucoup de croyances. Moi, je pense aux sportifs surtout et à l'acceptation. Je pense qu'il y a une phase d'acceptation qui est difficile, comme tout chemin et tout processus. Tant qu'elle n'est pas validée, tu peux pas passer à la suite. Mais accepter que tu vas droit dans le mur, accepter que y a un truc qui tourne pas rond, accepter que tu n'es pas performant, accepter de perdre un petit peu de temps pour revenir plus fort, accepter de faire un pas en arrière. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le côté mental. Alors certes, sans équipe autour, je pense que le sportif va continuer à aller droit dans le mur, très clairement. Et je pense que l'accompagnement et l'entourage est très, très important. Sinon, je pense que parfois, il faudrait même, je ne sais pas si ça c'est la solution, de dire, là, on arrête en fait. On repart à zéro d'une feuille blanche. Donc tu t'arrêtes, je ne sais pas, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps nécessaire pour que tu aies envie, en tout cas déjà à la base, l'envie de revenir sur un stade, sur un vélo. Mais je pense aux sportifs et l'acceptation de dire, il faut beaucoup de courage aussi quand on est un sportif en pleine évolution avec un objectif et de dire, en fait, on va passer au plan B. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour accepter, et je suis convaincu qu'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là, d'accepter de dire, là, ça tourne pas rond, il faut que je m'occupe de moi. Et je pense que ça, c'est une étape chez les sportifs extrêmement difficile et courageuse. C'est ça. Et tu sais, tu parlais de la narration aussi dans le peloton. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ce discours est normalisé? Et en fait, normaliser le discours déjà autour des menstruations, mais de rien, c'est aussi questionner celles qui n'ont pas leur menstruation, qui vont peut-être se dire oui, c'est vrai que moi, je les ai plus. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est encore trop gage de tu bosses bien, no pain, no gain. T'es affûté parce que t'as pas tes règles. Et en fait, il y a tout un discours, c'est pour ça que j'ai vite parlé de l'environnement. Et il faut aussi bien comprendre que ce n'est pas la panacée des sports élites. C'est qu'en fait, un sportif amateur qui se donne les moyens de réaliser un ultra, il va mettre en jeu beaucoup plus de sacrifices que quelqu'un qui passe sa carrière à ça. C'est-à-dire qu'il va travailler toute la journée. Je compte même pas le nombre de kinés que j'ai vu sur le Grand Raid, mais il faut voir moi, quand
quand je travaillais à temps plein au cabinet, je faisais mes 9000 pas sans problème. Et tu portes ta kettlebell et tu montes les exercices, etc. Donc en fait, moi, dans ma journée, avant même d'aller faire du sport, j'ai une dépense énergétique qui est conséquente en tant que kiné. Et ensuite, à 20h, une fois que j'ai fermé le cabinet, je vais aller courir 1h30. Et en fait, du coup, c'est des personnes qui sont encore plus à risque de ça, parce que déjà, elles se sentent pas forcément légitimes d'avoir un accompagnement, parce que vous comprenez, elles sont pas pros, elles essayent juste d'aller au bout d'un objectif, ni nutritionnel, ni mental, et qui du coup ont une énorme discipline, une énorme rigueur pour arriver à ces objectifs-là, et qui du coup peuvent tomber dans ces syndromes sans même trop s'en rendre compte, parce que pour eux, ils sont pas élites. Et en fait, y a pas, ça peut arriver à n'importe quel athlète et n'importe quel niveau de performance, et à n'importe quel poids. Merci Manon d'avoir complété. C'était complètement ça. Je voulais revenir sur le fait que ça peut toucher vraiment tous les sportifs à tous les niveaux et que dès lors qu'il y a déjà des signes cliniques évidemment, mais aussi une souffrance dans le rapport à la nourriture, dans le rapport au sport, il faut vraiment vraiment pas hésiter à consulter. Après, je reviens sur l'entourage et justement, c'est vrai que quand je dis faut pas hésiter à consulter, malheureusement, j'ai quand même beaucoup de retours en séance qui me disent des choses qui m'alertent beaucoup. Genre hier, j'ai quand même une personne qui m'a dit, moi, ma diététicienne, donc elle la consultait pour absence de règles, et pour savoir comment s'alimenter en fonction de son exercice. Elle l'a pesé et elle lui a dit, ah non mais ton IMC il est bon, faut pas grossir. Alors qu'elle venait de lui dire qu'elle n'avait pas ses règles. Et après, elle lui a posé la question, mais t'es enceinte? Donc en fait, elle avait déjà même pas compris ce que c'était que l'aménorrhée hypothalamique. Aménorrhée, pour elle, ça voulait dire elle a pas de règles, elle est enceinte. Et en plus, elle lui disait qu'il fallait pas qu'elle grossisse. Enfin, franchement, il y a quand même des... je reviens aussi sur la situation auquel a fait face Manon. Enfin, moi, quand j'ai écouté le podcast, j'ai été quand même hallucinée qu'on lui dise qu'une banane, c'était trop calorique. Pardon, mais pour une personne qui fait de l'endurance, je veux dire, des personnes normales mangent des bananes tous les jours, hein. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de prévention et d'information à faire chez tous les professionnels de santé qui sont en lien avec des sportifs, mais aussi en lien avec des sportifs qui soient amateurs, récréatifs ou compétitifs, parce que comme tu le disais Manon, c'est des personnes qui vont en plus s'imposer une charge par rapport à l'exercice physique qui va être vraiment supérieure à celle des sportifs chez qui tout leur quotidien tourne autour de leur sport. Parce que c'est leur métier. Clairement, tout à fait. Et je reviens, Manon, tu as juste dit, c'est pas une question de poids non plus. Faut vraiment intégrer ça aussi, c'est que le poids n'est pas égal à santé. Il y a des sportifs et des sportives qui sont touchés par le REDS et qui ont un poids dit dans la norme. Ça veut dire que le corps court-circuite les processus qui sont facultatifs, d'accord, à la survie, mais ça peut arriver dans une tranche d'IMC qui a l'air normale. Donc la maigreur, c'est pas un critère pour être touché par le REDS. Ouais, c'est intéressant. C'est là que l'entourage, les discussions, les collègues d'entraînement, même les personnes qui s'entraînent ensemble, le fait de parler, de discuter, je pense qu'il faut oser en parler quand on perçoit le sport dans la longue durée, comme tu l'as dit, Barbara, et non pas dans le court terme. À un moment donné où ça tourne pas rond, je pense qu'il faut écouter sa petite voix intérieure. Je pense que qui se connaît le mieux, c'est nous-mêmes, en fait. À compter du moment où ta petite voix intérieure t'envoie certains signaux, il faut savoir capter, être attentif à ça et mettre en place les différents dispositifs qui permettront de continuer à être en bonne santé mentale, en bonne santé tout court et à pratiquer le sport dans la durée. Mais tu as parlé de Londres, tout à fait, Barbara. Moi, j'aime beaucoup dans mes épisodes, c'est pas que je compare la France aux autres pays, mais j'aime bien savoir ce qui se fait à l'étranger. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui est plus en avance sur ça ? Est-ce que la France est bien placée ? Est-ce que la France est en retard ? Alors les gens ne le voient pas puisque moi j'ai la visio, donc j'ai des images, donc je vois vos réactions, mais où en est la France à travers le syndrome RED justement ? Comment ça se passe à l'étranger ? Je me lance parce que du coup j'ai la chance avec la thèse de pouvoir voyager. L'Australie est extrêmement en avance sur les considérations qui sont liées à la femme sportive et la femme en général, suivie de très près, donc notamment avec Louise Burke qui est la nutritionniste
incroyable. C'est quelqu'un qui est assez âgé maintenant, mais qui a fait un travail colossal sur ce sujet. Donc Louise Burke, qui est la maman du Reds, clairement. Et du coup, après, c'est le Comité international olympique qui mène vraiment de front ces recherches-là avec une équipe australienne et une équipe américaine avec Kate Ackerman et la fondation l'Alliance Wu. Donc, c'est l'hôpital de Boston et donc cette alliance qui crée la Female Athlete Conference, qui sont vraiment pionniers du domaine sur le REDS. Ça sous-tend des travaux qui sont menés depuis le début des années 90. Et je pense qu'en France, malheureusement, on ne lit pas la littérature anglophone. Déjà parce qu'elle est anglophone, que pour nous, parler anglais, c'est compliqué. Dans nos études respectives avec Barbara, on a eu la chance et l'opportunité de le faire, d'avoir une analyse critique de la littérature scientifique. Et ça, faut se former pour ça, parce que tous les papiers ne se valent pas. Histoire que ce soit encore plus compliqué, déjà que tu veux t'informer, si en plus tu lis des trucs qui disent pas les bons trucs, c'est vite compliqué. Donc en fait, la France, j'ai tendance à penser qu'on est quand même assez en retard, parce qu'on n'est pas structuré déjà comme les autres pays, que ce soit sur l'aspect nutrition et diététique, qui n'ont pas forcément accès à l'université aussi facilement que dans d'autres pays. Donc voilà, je dirais qu'en tête, c'est vraiment l'Australie et les USA qui sont très pionniers, avec l'Angleterre aussi, au moins sur la question du cycle menstruel. Intéressant. Et toi, Barbara, ton avis sur ça? J'ai De par ton exactement le expérience et de même. par ton parcours. Ouais. Ouais, j'ai exactement le même. Et moi, tu vois, si j'ai voulu directement faire un master au UK, c'était parce que je savais que l'enseignement ne serait pas le même, et j'avais aussi cette volonté de parler anglais, en fait, et de vraiment me mettre dans un contexte anglophone dans lequel j'allais baigner dans les recherches tout le temps. Et c'est vrai que ça a été un travail difficile, on peut le dire. Et ça l'est toujours, parce que bon, avec Manon, on a quand même des projets là-dessus. Mais en France, le problème, je pense que vient de la barrière de la langue. Mm. Et potentiellement, j'ai l'impression en fait qu'on n'échange pas forcément, qu'on fait pas beaucoup d'échanges avec on les est pays très centré. anglophones. Et je trouve que c'est dommage. Alors, on ne fait pas assez d'échanges avec les pays anglophones, mais est-ce que dans ces pays-là, comme tu parlais de l'Australie, tu parlais des États-Unis, de l'Angleterre, est-ce que dans ces pays-là, les spécialistes, les sportifs, les coachs parlent entre eux de ces différents symptômes pour que la communication et le passage d'informations soient bien meilleurs? Moi, j'ai un exemple à te donner sur ça. Ça n'a rien à voir avec le syndrome du RAID, rien du tout, mais tu vas comprendre le parallèle. C'est que dans la discipline dans laquelle j'ai pratiqué et dans laquelle j'organise des épreuves, c'est le cyclisme ultra-distance. Eh bien, il y a un pays en Europe qui est leader sur ça, c'est l'Autriche. En Autriche, les cyclistes sont très performants, les teams sont très performants, et en discutant avec eux, je me suis rendu compte, et c'est l'information qu'ils m'ont donnée, c'est que chez eux, très régulièrement, tous les mois, ils se rencontrent tous en fait. Ils se rencontrent tous et ils partagent tous leur information. C'est-à-dire pourquoi ils sont performants, qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans les équipes sur le vélo, le sportif, les techniques d'entraînement. Et donc, il y a plusieurs sportifs dans le pays qui, quelles que soient les courses qu'ils vont faire dans le monde, sont performants. Et les teams, eux, sont quasiment... nous, quand un Français, on les voit arriver, très clairement, pour nous, ce sont des professionnels. Alors qu'ils sont tous amateurs, ils ont tous un job à côté. Mais ils partagent l'information entre eux. Et comme ça, cette nation est devenue très performante. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle, même si c'est deux domaines qui n'ont rien à voir, mais sur l'importance de la communication interne quelque part. Même si quelque part sur le vélo, tu es concurrent, c'est dans l'intérêt de la discipline. Je sais pas si, j'espère que j'ai été clair. Oui. Si, complètement. Manon, tu veux... Ouais, en fait, j'ai la chance de partir dans 15 jours en Colombie pour participer au congrès du Comité international olympique qui s'appelle le Team Physicians Congrès. C'est-à-dire que là, on pose l'étiquette, on n'est plus ni kiné, ni médecin, ni quoi. On est ensemble dédiés à une équipe de sportifs. Et c'est la libre circulation des données médicales entre nous, déjà, au moins un minima, pas à but de performance, mais à but de santé. Et en France, malheureusement, je pense qu'on a effectivement un petit peu de retard. J'aimerais penser que dans le sport de haut niveau, il y a un haut niveau professionnel. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je pèse mes mots. J'ai quelques exemples, malheureusement, qui sont un peu tristes, mais c'est beaucoup de copinage. Et du coup, c'est pas toujours les personnes les plus compétentes qui sont avec les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, je pense que là où on devrait s'améliorer, c'est s'assurer des compétences des personnes qui entourent les athlètes. Mais comment on le fait? Quels diplômes sont demandés? Ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que c'est au sportif de s'interroger là-dessus? Comment lui, il peut savoir? C'est des vraies questions et on manque de structuration, je pense, en France là-dessus. J'espère sincèrement qu'on va y venir et la question
se pose plus régulièrement. Je pense que le fait que un podcast comme le tien, qui a énormément d'écoute, commence à soulever ces questions. J'ai bonne espoir qu'il y ait des initiatives qui naissent après tout ça. Donc, je suis de nature assez optimiste. Donc, j'ose toujours penser que tout ira mieux et qu'avec des âmes qui sont très volontaires, on arrive toujours à faire des choses. Et à titre assez... ça va être notre moment d'auto-promo. Mais avec Barbara, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite dit qu'on voudrait vraiment aider les femmes et qu'en France, il y avait malheureusement vraiment besoin. Aider les femmes, mais plus globalement les athlètes qui souffrent du REDS. Et on est en train de mettre sur pied une formation là-dessus à destination justement des professionnels de santé, parce que c'est compliqué de faire le tri dans la masse d'informations que tu lis dans la littérature scientifique et surtout l'applicabilité sur le terrain. Parce qu'en fait, du coup, tu vas pas mesurer le métabolisme basal d'une équipe de sportifs, ça coûte trop cher, c'est pas forcément efficient, c'est le reflet d'un instant T, et c'est pas du tout le reflet de ses besoins sur la durée, par exemple. Donc en fait, tout le travail qu'on essaye de faire avec notre podcast aussi, c'est d'essayer d'informer de plus en plus les personnes. Et si vous savez, on a eu beaucoup de retours dernièrement sur des staffs médicaux d'équipe de France qui nous disent j'ai fait passer ton podcast aux médecins, et puis en fait, nous, les kinés, on l'écoute parce qu'en fait, on n'a pas de notion là-dessus, il n'y a pas toujours de formation, ou alors les personnes qui font de la formation, elles sont pas forcément elles n'ont pas la vision de nécessité du sport. Et du coup, là, on essaye vraiment de changer les choses, et j'ai bon espoir que ça continue de changer quand même dans les années à venir. Bon, en tout cas, c'est un message positif que tu viens de partager. Hein. C'est vrai qu'on va arriver sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités que vous aimeriez traiter, ou est-ce que vous auriez un message à faire passer? J'aurais bien aimé revenir sur la notion de surentraînement, parce que du coup, c'était un peu ça le sujet du podcast avec Manon. En fait, je pense qu'il faut comprendre que le surentraînement, c'est un diagnostic complexe à poser, parce qu'en fait, la surcharge qu'on va induire pour progresser à l'entraînement, c'est-à-dire que pour devenir meilleur dans sa discipline, tu es obligé de charger ton athlète en espérant qu'il ait au début peut-être une diminution de performance temporaire, puis qu'ensuite il surcompense. Et qu'en fait, du coup, c'est vite compliqué dans ces notions-là de bloc d'entraînement d'appuyer la nutrition. Il faut être vigilant à appuyer la nutrition quand on impose ces blocs d'entraînement pour pas conduire à un déficit chronique et une surcharge chronique si on ne met pas ce qu'il faut en termes de récupération sur ces blocs d'entraînement. Donc je pense c'est bien que les gens aient le réflexe du surentraînement maintenant, parce qu'il y a quelques temps, je pense que c'était pas du tout un réflexe qu'on avait en termes de diagnostic, de se dire que l'athlète était en surentraînement. Mais il faut aussi penser que la nutrition sera un facteur clé dans la survenue du surentraînement. C'est vrai que le surentraînement, moi, quand tu évoques ce terme, j'ai un goût acide dans la gorge qui arrive, hein, puisque j'ai connu ça il y a très longtemps maintenant, mais à l'époque, on te disait pas que tu étais surentraîné, on te disait juste que tu n'étais pas performant, en fait. Voilà, tu n'es pas fait pour ça, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les qualités. Donc ouais, j'ai un goût très, très acide qui vient. J'en appelle tellement aussi à plus de bienveillance aussi. Enfin, c'est ma casquette peut-être sport santé qui va parler, mais en fait, il y a d'autres choses après le sport. Et en fait, j'aimerais vraiment que tous les sportifs ne se définissent pas seulement. C'est un cadeau à se faire que d'exister autrement que par sa discipline. Parce que le jour où ça s'arrête, c'est très compliqué sur qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, etc. Et vraiment, j'en appelle à beaucoup de bienveillance entre vous, même si on est concurrents peut-être. En fait, on peut jamais souhaiter à quelqu'un de se blesser, on peut jamais souhaiter à quelqu'un de se prendre ce fameux mur du surentraînement ou du REDS. C'est horrible à vivre, je le souhaite à personne, et j'incite vraiment aussi les professionnels de santé à être vigilants sur les discours qu'ils emploient. Je comprends que les questions de poids, ça peut être désagréable au début, voire inconfortable, parce qu'on se dit attends, mais je vais pas promouvoir l'obésité. Non, il y a vraiment un monde entre ça. On peut s'éduquer à ces questions-là. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie pour aider les gens, parce que parfois on peut les faire basculer dans des choses horribles, dans des troubles alimentaires, dans des conduites de dépendance à l'exercice, dans des choses qu'on pourrait souhaiter même à son pire ennemi. On peut pas souhaiter ça. Donc vraiment, informez-vous, lisez, soyez prudents dans les mots que vous employez, et surtout, posez-vous les questions de qu'est-ce qu'on veut à long terme pour l'individu en face de nous. C'est super de gagner un Ironman, mais c'est peut-être bien aussi de vieillir jusqu'à 70 ans en bonne santé sans faire un arrêt cardiaque dans 20 ans. Et c'est peut-être ça la projection à apporter. Exactement. Barbara, tu veux compléter ? Ouais, je reviens juste, tu vois, tu l'as dit souvent, c'est marrant dans le podcast, le mur. Et c'est quelque chose que j'essaye un petit peu d'expliquer. C'est quoi le mur du REDS? C'est que en fait, il y a un avant REDS, on va dire, il y a un espèce de préambule au REDS où on commence à avoir quelques signes cliniques, où effectivement, on est un peu dans une phase de lune de miel où, ok, il y a quelques signes cliniques, par exemple des cycles qui deviennent un peu plus irréguliers ou qui s'arrêtent, mais on se sent super performant, on se sent un peu
pousser des ailes, quoi. Et cette phase-là, il faut bien comprendre que c'est votre corps qui est déjà en train de se mettre en mode survie et qui se met en mode un peu hyper stress, quoi. C'est un peu la phase d'euphorie avant de connaître la détresse totale, quoi. C'est ça. Et c'est dans cette phase-là, en fait, qu'il ne faut surtout pas céder et continuer. Parce que au moment où les performances sont impactées et au moment où on commence à avoir des blessures plus graves et au moment où on commence à avoir plus de fatigue, c'est là où on va droit dans le mur, comme tu le disais tout à l'heure. Et le mur, comme Manon vous le disait, vraiment, vraiment, on ne souhaite à personne de se le prendre. C'est douloureux, c'est long. Enfin, même d'un point de vue mental, c'est extrêmement difficile. Donc, vraiment, on pèse nos mots avec Manon. Le REDS, c'est pas un truc à la mode. C'est pas un truc qu'on voudrait que ça devienne ah ouais, moi j'ai vécu le REDS, etc. Non. Ouais, c'est traumatisant. Ouais, non, c'est traumatisant. Ouais. On ne sait pas en fait si on en revient. Donc, à quel point c'est réversible. Donc vraiment, prenez soin de vous et j'ai une petite métaphore, une image mentale qui me vient et que j'ai avec l'un des sportifs qui me consulte et qui, là, récemment m'a dit maintenant, j'essaye de voir ce qui remplit ma coquille et ce qui vide ma coquille. Et Manon, c'est ce que tu disais, il n'y a pas que le sport dans la vie et il faut vraiment rattacher son identité aussi à autre chose. C'est super important. Ouais, tu fais bien de le préciser, il y a cette phase de déni également qui est difficile. Hein. Comme tu l'as dit, il y a les signaux très clairement. Moi, je suis convaincu que tous les sportifs qui vont dans le mur ou qui ont le syndrome du RAID, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Et après, il y a aussi une grosse part de déni, c'est-à-dire je ne veux pas l'accepter. Non, ça va aller, je vais m'en sortir. Mais je suis un sportif de haut niveau, donc je suis plus fort que tout. Il y a une grosse phase de déni également, et sans entourage, c'est très très compliqué, je pense. Je pense même que certains sportifs vont jusqu'au dégoût en fait, de leur pratique quand ils arrêtent derrière. Ils ne remettent plus une paire de baskets, ils ne remontent plus sur un vélo, parce que ça les a tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Et c'est dommage parce qu'à la base, ce sont des sports passion. On va chercher tellement loin dans la souffrance ou dans la privation de certaines choses que il faut aimer ce qu'on fait. Et je pense que la phase de déni, ça aussi... c'est aussi une grande importance. En tout cas, un grand merci pour tous ces partages. Moi, tu parlais tout à l'heure de l'instant promo, Manon. J'ai une pensée pour toutes ces filles. On parle de vélo, toutes ces filles qui font du vélo et qui ne peuvent pas en faire justement quand elles ont leurs règles. Il y a la marque Wilma. Je pense à la marque Wilma qui a créé ces cuissards justement. C'est fou que on soit en 2000 quand le cuissard a été créé. L'idée, la genèse, je crois, est en 2020-2021. Qu'avant cela, aucune marque en fait de cyclisme n'ait pensé à faire des cuissards pour les filles. Tu vois. C'est quand même assez incroyable. Donc j'ai une pensée pour toutes les filles qui veulent faire du vélo et qui se disent que c'est pas possible quand elles ont leurs règles. Eh bien, la marque Wilma a créé des cuissards pour vous et vous puissiez faire du vélo justement pendant ces périodes-là. Donc un grand merci en tout cas à toutes les deux pour votre intervention. On aurait pu encore discuter probablement des heures. Hein. Donc un grand merci pour vous, pour votre bienveillance, pour vos explications très précises, d'avoir donné également de la profondeur à ce podcast. Et puis je vous laisse peut-être prendre la parole pour un dernier message, mais en tout cas un grand merci à vous de vous être rendu disponible et d'avoir participé à cet épisode sur Dans la tête d'un cycliste où Camille reviendra très bientôt pour la capsule santé. Je vous laisse la parole pour terminer. Et écoute, un grand merci à toi pour avoir répondu aussi à mes messages, parce que du coup, tu vois, on sait jamais comment ça peut être reçu quand on vient un peu remettre en question ou échanger autour d'un épisode, et t'as vraiment bien reçu nos échanges, donc merci à toi de nous avoir offert la possibilité d'avoir un droit de réponse entre guillemets à cet épisode en parlant du REDS. Moi vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est prenez soin de vous. La vie, c'est trop court pour se mettre dans des états comme ça. Et c'est vrai que l'entourage est précieux. Vérifiez les informations aussi qu'on vous donne. C'est important aussi que vous ne soyez pas juste, en tant que sportif, vous laissiez trop porter sur ce qu'on vous dit de faire. Vous avez vraiment votre mot à dire, et ce, à n'importe quel âge. Et moi, j'ai une pensée toute particulière à tous les noms qu'on ne connaîtra jamais de personnes qui ont souffert d'un REDS et qui n'ont pas pu accéder au haut niveau parce qu'ils ont été malheureusement dans leur plus jeune âge soit victimes d'un surentraînement, soit victimes d'une malnutrition, et qui font qu'ils ont explosé en plein vol. C'est vraiment des personnes, je pense, qui peuplent la Terre à l'heure actuelle.
c'est tous les œufs qui ont cassé quand on les a jetés contre le mur, pour reprendre cette métaphore du sport de haut niveau chez les jeunes. Et du coup, c'est important J'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont fait ces sacrifices-là et qui n'avaient pas conscience qu'ils étaient en train de vivre un truc terrible. Et j'espère pour eux qu'ils s'en sont sortis. Voilà. Merci pour ça. Et pour toi, Barbara, si tu pouvais terminer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais ? Je vais juste compléter le message de Manon en te remerciant de nous avoir reçus ici et d'avoir si bien reçu nos, nos échanges. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ce que Manon a dit. Voilà, comment dire, quel que soit votre contexte, si vous avez une souffrance par rapport à ça, n'hésitez pas, vraiment, ne restez pas seul. Entourez-vous des personnes que vous savez bienveillantes et ensuite compétentes. Remettez en question les infos qu'on peut vous donner aussi à ce sujet. Et puis voilà, prenez soin de vous et c'est déjà bien. Bon, en tout cas, c'était un très bel épisode. J'ai une pensée aussi pour Johan Ofredo, puisqu'on parlait de l'après, quand les lumières s'arrêtent, il se passe quoi derrière ? Et Johan Ofredo, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, à l'occasion d'un talk, avait expliqué toutes les difficultés, en fait. En plus, Johan est quelqu'un d'hyper affectif, bienveillant, donc je vous invite à l'écouter cet épisode, c'est hyper intéressant. Mais voilà, il me semblait important, en tout cas, quand on parle du sport, dans la capsule santé, justement, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, eh bien, votre intervention avait toute légitimité, parce en plus, de par aujourd'hui tous les réseaux sociaux, la relation à l'image, il suffit d'observer aujourd'hui certains sportifs, de voir que ça ne va pas. Enfin, on a beau lire les messages qui sont très positifs, très enthousiastes, tout va bien, je kiffe ma vie, mais quand on voit les photos, on a certains doutes parfois, et donc c'est important d'accepter et de ne pas être dans le déni pour le futur et la relation qu'on a avec son sport. Un grand merci à toutes les deux, et puis j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se croiser dans la vraie vie pour continuer cet échange. Merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci. Merci Arnaud. Avec plaisir. Bye.